Merci d'être venu. Franchement, je m'attendais tellement pas à ce qu'il fasse. Je comptais sur les 10 personnes. On sait faire un truc comme ça, type la scène. En plus, on va faire un PowerPoint et je sais pas m'en servir. Donc, ça va être un peu compliqué, mais on devrait arriver à se débrouiller. Donc, ils m'ont dit qu'il fallait juste que j'appuie sur les flèches. Donc là, normalement, derrière moi, s'affiche étude de cas. Voilà. C'est vrai que Teddy est un cas. On peut le dire. Un cas qui me tient énormément à cœur. Comme ça, je vais poser le postulat tout de suite. Il y avait un grand film français en 2021, et pour moi, c'était Teddy. Donc, voilà. Ça fait une opinion toute personnelle, mais je pense que c'était quand même le meilleur film français de 2021. Et sur ce, donc on parle d'une association, The Jokers, avec les deux frères Boukerma, et dont on est absolument ravis. D'ailleurs, on va se retrouver dans pas très longtemps pour leur prochain film, et j'espère pour les 18 autres. Vraie question, comment on pense Teddy? Parce que je pensais pas que j'allais devoir faire l'introduction du truc, etc. Mais bon. Avec Zoran, notre premier long métrage, on l'a co-réalisé avec Hugo Thomas et Marielle Gauthier. On était donc 4 dessus. Et après ce premier long métrage, donc, qui est sorti en 2016, s'est posé la question de quelle serait la suite. Alors avec Zoran, on savait qu'on voulait bosser tous les deux de toute façon. Et on ne savait pas exactement ce qu'on voulait faire. Et on a passé, après la sortie de Willy Ier, plusieurs mois à écrire un film qui ne plaisait pas du tout, qui était un peu dans la même veine que Willy Ier, mais on ne trouvait pas vraiment le truc. Et du coup, il y a un moment, on a tout arrêté, on s'est dit, bon, mettons ce scénario de côté et posons les choses à plat. Et on a essayé un peu de se rappeler pourquoi on avait voulu faire du cinéma à la base. Et d'où venait notre rêve de gamin de faire des films. Et en fait, ça venait de s'amuser. Faire des films, ça doit être marrant, ça doit pas être une corvée, on ne doit pas se tordre l'esprit à trouver une histoire par calcul. Parce que le second film, c'est qu'il y a toujours un truc quand même de où est-ce qu'on nous attend, etc. Et on a voulu en fait se dire, amusons-nous et faisons ce qu'on aime vraiment. Et nous, ce qu'on aimait vraiment, c'était les films de genre. On a grandi en regardant beaucoup de films d'horreur. Notre mère était fan de Stephen King. On a je sais pas, à partir de 10 ans, on s'est bien regardé Les Contes de la Crypte, les films de Wes Craven. Et je crois que c'était des références qu'on n'assumait pas trop, nous, au début. Quand on a commencé à faire des films, on s'est dit, merde, il faut être un peu sérieux, maintenant on va faire des films, il faut être un peu intello, j'en sais rien. Et du coup, on n'assumait pas du tout ces références-là, et là on s'est dit, en fait, il faut qu'on s'amuse, du coup, qu'on assume que faire des films avec du faux sens, c'est rigolo. Voilà. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait faire un film de genre. Voilà. Et Teddy, c'est vraiment né de l'idée aussi d'associer les références de films de genre qu'on pouvait avoir quand on était enfant, qui étaient plutôt des références américaines, avec la campagne du sud-ouest où nous on a grandi, en se disant tiens, qu'est-ce qui se passe si on prend un loup-garou qui est plutôt une figure américaine et qu'on a fait venir dans le sud-ouest, donc avec des gens qui vont avoir l'accent et voilà, le local, et une espèce de rencontre un peu mat à propos de ces deux choses-là. Oui, pour la petite histoire, on est parti, du coup, on ne savait pas quoi écrire comme film, on est parti un été en vacances chez des amis, et on a réalisé un court-métrage avec un téléphone portable comme caméra, vraiment juste pour s'amuser. Et dans la maison où on était en vacances, il y avait des trucs farce à trappe, il y avait du faux sang, il y avait des masques, etc. Du coup, on s'est dit, tiens, faisons un petit court-métrage d'horreur avec ça. Et vu qu'il y avait un masque de loup-garou, on a fait un truc de loup-garou, on s'est dit, en fait, on s'est éclaté à le faire, ce truc-là, il y avait une espèce d'insouciance. Et on s'est dit, en fait, il faut faire ça en long métrage. Voilà. En même temps, je me suis rendu compte que j'avais oublié de poser une question basique, mais combien d'entre vous qui êtes dans la salle avez vu Teddy? C'est 50%, quoi, okay. Non, mais vous l'avez distribué, Teddy, monsieur. Ok. Et donc, une fois que vous avez imaginé faire un film de genre,
comment vous en arrivez à créer le personnage de Teddy et c'est quoi le but du personnage de Teddy dans la vie? Quand on a eu l'idée de faire un film de genre, il y avait aussi, je crois que l'actualité en France était très chargée des attentats notamment. Et nous, dans la même période, on a revu aussi le film Ginger Snaps et d'autres films de loup-garou, et on s'est dit qu'en fait, les films classiques de loup-garou, enfin, si on suivait en fait, le schéma classique d'un film de loup-garou, donc un gamin qui se fait griffer, qui ensuite commence à avoir des symptômes, devient de plus en plus violent, finit par commettre une attaque et par se faire tuer à la fin. Un schéma assez classique de film de loup-garou, on s'est dit en fait, si on fait ça dans le contexte de cette époque-là, il y aurait une autre lecture. Du coup, ça pourrait faire un parallèle avec l'actualité. On se dit que ce serait peut-être intéressant du coup de faire un film de loup-garou aujourd'hui parce que justement ça peut évoquer ça et on trouve que les films de genre en général sont un moyen détourné un peu de parler de l'époque, des angoisses de l'époque. Voilà. Je trouve que le personnage aussi de Teddy, c'est simplement, je pense qu'il y a un peu de nous aussi, c'était l'idée de faire un gamin qui grandit à la campagne, qui est pas très populaire, qui est un peu chelou et qui... je crois que la différence entre Teddy et nous, c'est que quand on était au collège, on était un peu pareil, genre un peu métalleux, un peu pas très populaire, etc. Et on a eu l'idée de faire des films, ça a été un peu le truc qui nous a fait un peu partir de la campagne où on a grandi et de se dire bon, on va faire des choses un peu dans la vie, quoi. On se disait Teddy, c'est un peu une version de nous-mêmes qui aurait peut-être pas eu de passion ou d'échappatoire possible et qui du coup développe des symptômes de colère et il cherche peut-être la vengeance plus que la revanche. Pour pas que ce soit un trop long monologue, si vous avez des questions, vous pouvez lever le bras et on va essayer d'y répondre parce que c'est pas très vivant là. Bon, en même temps, c'est à eux de parler. Moi j'ai une question pour vous, puisqu'on est à l'état de financement. Combien ça coûte un film comme c'est dit là pour vous? Attendez, pas bon en bon. Ah, 3 millions. 3 millions à ma droite. Qui d'autre? Bon, personne ne veut se lancer, c'est pas cool. Ah. Plus fort. 400 000 à ma gauche. 800 000. 800 000, ça se rapproche. 1,2 million. Je crois que c'est entre 1 million et 1 million. On aime bien les contrôles, on va dire 1 million. Et est-ce que vous avez une idée de comment ça se finance 1 million sur ce type de film? Plein d'endroits différents. Plein, pas tant que ça, mais quand même quelques-uns. Alors quel est le premier endroit? Qui a dit Canal+? Monsieur, vous êtes un professionnel, monsieur, vous n'avez pas le droit de répondre à ce genre de choses. Avec la région? Oui, ouais. Bien, bien. Canal+, une région. Pour le coup, c'est raté. Bon, ils auraient bien aimé, mais c'était pas le cas. On a essayé, ils n'ont pas voulu nous. Voilà. Et à chaque fois. Comme beaucoup, quoi. C'est ce qu'on appelle des sophikas. Les sophikas sont des gens qui vous prêtent de l'argent à des taux d'intérêt exorbitants et qui espèrent récupérer l'argent là où ils sont. C'est pas toujours le cas. Voilà comment on finance un film en France quand on le fait avec des bouts de ficelle. Mais néanmoins, ça aide parfois à la créativité. Pour ceux qui ont été dit, il faut inventer selon ses moyens et c'est plutôt réussi. On en arrive à la question du casting. Qui pour Poser une question avant le casting là. Alors attends, je reviens en arrière. Là, il y a l'idée du film, il y a un producteur, mais comment vous rencontrez? Non, mais moi je ne suis pas le producteur du tout, je suis que le place-place qu'on appelle le distributeur. Donc le producteur, ils ne sont pas là. Donc, tu peux nous raconter? Non, ils vont vous raconter alors à ce moment-là. Le film est produit par Pierre-Louis Garmon pour Baxter Film et Frédéric Jouve pour les films Velvet. C'est des producteurs qui nous suivent depuis notre premier long métrage, qui nous ont toujours suivis. Je pense qu'à la base, ils n'avaient pas spécialement pour vocation de faire du film de genre, mais
ils sont assez, je pense qu'ils sont assez sympas et fous pour, quand on leur a dit qu'on voulait faire un film de loup-garou dans le sud-ouest avec des gens qui avaient l'accent du sud-ouest, ils nous ont dit allons-y, voilà. Ils sont assez punk finalement. Oui, on les a rencontrés en fait simplement avant notre premier long métrage, en gros, mais vraiment de façon ultra bête, en envoyant l'adresse mail contact@lesfilmsvelvet. On a envoyé genre un court métrage qu'on avait écrit, plus de courts métrages qu'on avait autoproduit dans le cadre de l'école, de l'école de Besson, pour la première promotion en 2012. Et c'était en gros c'était une espèce de bouteille à la mer. Et en gros, c'était que on a dû envoyer ce même mail à je sais pas 50 producteurs, et c'est peut-être les deux seuls qui ont répondu, et il y en a peut-être un autre qui a répondu. C'était le seul oui, quoi, de se rencontrer nous pour en parler. Voilà. Depuis on s'en occupe. S'il y a des apprentis futurs cinéastes dans la salle, le syndrome de la bouteille à la mer, parfois ça marche. On en revient donc au casting. Comment vous décidez de constituer votre casting? Nous, on travaille beaucoup avec des... Enfin, avant Teddy, on travaillait beaucoup avec des acteurs non professionnels. Notre premier long métrage, on l'avait fait avec un non pro. Le rôle principal est tenu par un monsieur en situation d'illettrisme qui venait du nord de la France, avec qui on avait fait 2 courts-métrages déjà. Donc nous, on a eu beaucoup l'habitude de tourner avec des non-acteurs. Et en faisant Teddy, vu qu'on voulait ancrer le film dans le sud-ouest, et que du coup, pour nous, c'était hyper important du coup d'avoir l'accent, etc., on pensait repartir avec un non-pro aussi, comme on l'avait déjà fait. Et finalement, on est allé voir la prière de Cédric Kahn au cinéma, et on a découvert Anthony Bajon, qu'on ne connaissait pas du tout avant, et qu'on a trouvé assez formidable pour le coup. Et on l'a rencontré, et c'était un coup de foudre artistique pour le coup, parce qu'il avait aussi un petit côté poupon et une espèce de douceur qu'avait pas du tout le personnage sur papier. Et c'est vrai que l'enjeu de Teddy, c'était pour se demander comment est-ce que les gens allaient rentrer en empathie avec ce personnage qui est un peu qui est plutôt grossier, plutôt pas sympa, et qui n'a pas grand-chose pour qu'on l'aime. Et je crois qu'Anthony Bajon avait cette douceur qui contrebalançait ça et qui faisait qu'automatiquement on s'attachait à lui. Donc ça c'était pour Teddy. Et bon, après il y a aussi Noémie Dvoski avec qui on avait déjà travaillé sur notre premier long métrage, qui est une comédienne ultra fantasque dans la vie, et à qui on avait donné dans notre premier long un rôle très naturaliste et sérieux. On avait très envie de lui donner un rôle peut-être plus à son image, et du coup on avait très envie de lui donner le rôle de cette directrice du salon de massage un peu fantasque. Voilà. Et après le reste du casting, on a eu un directeur de casting qui a passé des annonces dans les journaux locaux du coup autour de Perpignan, là où on a tourné le film, et on a fait en fait les gens ont juste tout bêtement répondu à des annonces à la radio et dans le journal. Ils se sont présentés à tel lieu, à telle date, et on a vu plein de gens qu'on a diffusé pendant 2 jours, et puis on a un peu résonné au coup de cœur quand même. C'était des gens qui n'avaient jamais joué à la comédie. Par exemple, Pépin, l'oncle de Teddy, c'était un gars qui devait jouer à la base un éleveur 3, je crois, c'était un mec qui devait avoir peut-être 3 répliques. Et finalement, on a tellement eu un coup de cœur pour lui qu'au dernier moment, on s'est dit qu'il fallait le prendre lui en fait, pour jouer l'oncle de Teddy. Donc on l'a appelé pour lui dire qu'il avait un rôle plus important que prévu finalement. Voilà. Donc, comédienne, comédien en devenir, suivez les projets des frères Boukerma, parce qu'ils vont arpenter les régions de France et à un moment, peut-être c'est tombera dans les loges. Voilà. 1 million d'euros, ça donne combien de semaines de tournage pour fabriquer tout ça? C'était 6 semaines, donc 30 jours de tournage. Ok. Et est-ce que ça a été un tournage heureux, malheureux? Quels ont été les déboires, les bonnes surprises? Alors Teddy, ça a été plutôt un tournage heureux, je dirais. Très heureux. On était très stressés, donc du coup on s'est vraiment préparé de façon un peu militaire, parce que notre premier film, le premier, a été un peu galère à tourner parce que on était plus jeunes et forcément moins expérimentés, et le film a été assez dur. Et là on s'est dit qu'on voulait essayer de faire un truc plus, d'arriver sur le plateau peut-être de façon plus sereine. Du coup on a beaucoup bossé en amont. Aussi le fait d'être, c'est quand même le premier film qu'on faisait que tous les deux, donc c'était vraiment, on a quand même toujours voulu faire des films ensemble depuis qu'on est petit. Là c'était le premier qu'on faisait vraiment à 2, donc il y a ça. Et après, c'était un tournage qui était assez chouette. La difficulté, ça a été peut-être vu qu'on n'avait jamais vraiment fait de cinéma de genre, en tout cas, on a fait un petit court-métrage de genre, mais pas en long-métrage, c'était de savoir comment est-ce qu'on allait mélanger la comédie, le drame et l'horreur, sachant qu'en fait, c'est quand même très casse-gueule de passer d'une scène horrifique à une scène comique, un peu comme on le fait, donc on n'était pas du tout sûr que ça pourrait marcher. Donc c'est vrai que sur le tournage, on avait tendance à
à tourner plusieurs versions des scènes en fait, avec des degrés de comédie différents, des degrés de drame différents et d'horreur, pour pouvoir après au montage ajuster le curseur et mettre la comédie où il faut qu'elle soit, le drame et l'horreur. Après c'est court, enfin 6 semaines ça reste... nous on a toujours l'impression qu'on n'a pas assez de temps, mais c'était un tournage assez court et on n'avait aussi pas beaucoup de moyens en vrai, donc on ne pouvait pas non plus se payer le luxe de montrer, de faire des séquences de genre, de faire beaucoup de séquences de genre où on verrait une mutation, on ne pouvait pas se payer la mutation du hurlement du loup-garou de Londres, ça serait absolument pas possible. Mais je pense que le fait de ne pas avoir beaucoup de moyens, ça nous a aussi permis d'être peut-être... en tout cas, on a fait cette contrainte-là, on a essayé de détourner la contrainte en choisissant de moins montrer. Et je pense que dans les films d'horreur, il y a ce qu'on voit, et il y a aussi, je pense que la peur est aussi générée par ce qu'on ne voit pas. Et du coup, on a aussi beaucoup joué sur le hors-champ. Et c'est vrai que les effets de plateau sont un truc qui est quand même assez dur à gérer. Nous, on n'avait pas du tout l'expérience de ça. Et par exemple, on a une type qui s'appelle Chris Calcus qui nous a fait un loup-garou, un costume de loup-garou qui était vraiment dingue, dans lequel il y avait un comédien qui faisait 2 mètres de haut pour faire la doublure d'Anthony Bajon. Il y avait une gueule même qui pouvait s'activer, qui s'ouvrait, etc. En vrai, c'était hyper bien fait. Il y avait des yeux qui s'allumaient. En vrai, c'était genre ultra impressionnant quand on l'a vu, on était comme des gamins, je crois. Et quand on l'a filmé, on s'est rendu compte que en fait, c'est très dur à filmer parce que faire passer du faux pour du vrai, c'est toujours. En fait, il suffit d'une demi-seconde pour voir que c'est un faux truc, quoi. Et du coup, on l'a beaucoup coupé ensuite au montage. Le tournage et le style du film, en tout cas le style du film est très lié aussi aux conditions de tournage et de financement, c'est-à-dire qu'on avait quand même des références ultra écrasantes en termes de films de loup-garou, notamment la mutation du hurlement qui est quand même assez incroyable, ou celle du loup-garou de Londres, on disait c'était la pointe des effets spéciaux, c'est tourné en une semaine de tournage et nous on avait, je crois qu'on avait 3 heures pour faire la séquence de mutation, donc déjà on s'est dit après on ne pourra pas faire des miracles. Donc je crois qu'on a aussi adapté le style du film et joué sur cette bizarrerie, ce décalage aussi pour... du fait en fait de cette économie, donc c'est vrai que ça, comme tu disais un peu tout à l'heure, c'est que ça pousse aussi à être créatif différemment, donc c'est aussi intéressant pour ça de faucher. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, 6 semaines pour un film indépendant, c'est pas très court. La plupart du temps, la moyenne d'un tournage de film indépendant, c'est plutôt entre 4 et 5 semaines. Pour des films allant de 0 à 3 millions d'euros, bon, ça c'est pour la petite histoire. Ouais. Moi, je voulais savoir comment vous travaillez à deux sur un tournage. Comment vous répartissez les tâches On se répartit pas. En fait, on essaie vraiment de se mettre d'accord avant, c'est-à-dire que nous, quand on écrit, c'est vrai qu'on est vraiment à 2 derrière l'ordinateur, on se fait des répliques, on essaye de vraiment, on se sépare pas vraiment les tâches. Après, quand on fait les découpages, les storyboards, on fait souvent, on se met à côté, et chacun fait une scène, et puis après on regarde un peu les scènes de l'autre, on fait quand même, on réfléchit ensemble. Et après sur le plateau, c'est un peu pareil, en gros on essaie de se mettre d'accord avant. Et après, il y en a un qui va le temps de diriger une scène, on va parler au comédien, l'autre plutôt à la technique, et puis après on inverse en fonction des scènes globalement, donc on est quand même assez d'accord. Donc peut-être pas exactement les mêmes qualités, je pense que toi tu as peut-être le de beaucoup plus sur le montage et sur les petits soins, le montage du film pour la post-production, et avant sur les petits, je dirais les petits détails dans les scènes, les suppléments d'âme, un peu les petites idées, un peu qui donnent un peu leur saveur aux scènes, et moi je suis peut-être plus sur le scénario et sur la structure. Donc un tournage heureux, est-ce que ça donne une post-production, donc montage, mixage, étalonnage heureux? Alors oui, parce que ce qui était marrant sur Teddy, c'est qu'on a essayé de faire semblant qu'on faisait un film amateur. C'est-à-dire que la post-production pour le montage, on a fait nous-mêmes, on a été aidé par une monteuse qui est venue à la fin du montage, mais on a fait en gros les 17 premières semaines de montage, on les a fait chez moi sur un MacBook, parce qu'on avait un peu envie aussi, bon déjà on n'avait pas beaucoup d'argent, et aussi on avait envie d'avoir l'impression un peu de faire un film étudiant sans pression pour pas céder un peu à se dire bon il y a des attentes, il faut faire les choses d'une certaine façon pour essayer vraiment de faire les choses comme on les aurait fait s'il n'y avait pas de spectateur. Et du coup ça a été assez intéressant pour ça. En fait, le film, t'es dit, c'est assez étonnant, c'est que ça, contrairement à Willy Poulmier, c'est que ça a coulé, j'essaie de réfléchir à ce qui a été le plus challenging dans le... Ça a été peut-être, oui, le fait du monstre, c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, on a beaucoup filmé par exemple. C'était la question peut-être de montrer le monstre qui a été la plus complexe. Je sais que la séquence d'attaque finale, elle a été plus longue, elle a été beaucoup plus explicite, on voyait, c'est-à-dire le loup-garou. Mais en même temps, c'est toujours pareil, ça souffrait de la comparaison avec d'autres films, je pense par exemple à Carrie, où... donc du coup, on a petit à petit, la difficulté, ça a été de se séparer peut-être de ces images qui étaient un peu
un peu cheap, un peu série Z, mais qu'on aimait bien quand même, pour arriver à un truc où bon, dans l'attaque, on va peut-être pas la montrer, mais on va faire autrement. Quoi. C'est peut-être le truc qui était un peu plus difficile, mais ça m'a passé. Et ça prend combien de temps tout ça? Très lent le montage. Apparemment, je crois qu'on a monté pendant le montage d'image 25 semaines, je crois, un truc qu'on est vraiment très lent. Mais comme on montait chez moi, ça va, c'était le projet. Après, il y a eu le confinement aussi à la fin du montage son. Donc on a eu un gros arrêt pendant tout le confinement et on a fini on s'est rouvert en juin. Donc le film se finit, et là ça arrive un peu dans nos mains. Donc nous, notre job chez les Jokers, c'est d'amener le film vers vous et d'essayer, tant que faire se peut, de vous rassurer sur ce que vous allez voir, de vous faire penser que ça peut vous plaire, de vous faire penser que c'est bien. Mais avant ça, le film, pour établir sa réputation, il doit faire un certain circuit festival qui sont comme des espèces de... C'est moi ça des labels de... Ouais. Comme des espèces de labels de garantie de qualité. Donc malheureusement, la plupart des festivals se sont tenus en ligne. Le film est néanmoins sélectionné en sélection officielle au Festival de Cannes. Donc c'est le logo que vous avez vu sur l'affiche. Fera un passage au Festival de Deauville dans la sélection Fenêtre sur le cinéma français et recevra un prix ici. C'est pas toi, il y a un fantôme à mon avis, c'est pas ça. Toujours, malheureusement, en virtuel. Quel prix on a eu ici? On a eu le prix du jury et le prix du jury jeune, je crois, non? On a eu deux prix, on a eu le jury jeune et le jury, je crois, c'est ça. Ouais. On a eu un peu, non, il y avait deux prix du jury, le prix du jury, on a eu un ex-aequo avec un autre film. Avec la nuée. Avec la nuée. Et le jury jeune, il a changé ou pas? C'est toujours le... Vous changez chaque fois le jury jeune? Okay. Merci à l'ancien. Une fois qu'on a fait cette espèce de tournée des festivals où Teddy a été extrêmement bien accueilli, il est temps de l'amener vers vous tous. Et la première chose qu'on lâche sur un film en général, c'est un extrait. Comme celui-ci. Et là. Attention pour les couleurs! Oui! Envoyez! Benjamin, peux-tu nous rejoindre? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras et camper nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci et félicitations, Benjamin. Merci. Qu'est-ce qu'on pose à travers ça? On pose la loupe. Non, pas le loup. Un film d'Europe, évidemment. Non. On pose un film qui se situe déjà en province. On pose un contexte assez drôle et moi je trouve assez tendre à la fois, parce que la province c'est aussi ça, et quelqu'un d'à part. Je suis désolé, je flippe un peu parce que bon, on est quand même au festival du film, tomber sur la gueule. Donc l'idée c'est pas en montrer trop toujours, et d'essayer d'attirer un peu votre attention. On est sorti le 14 juillet, c'est ça, non? C'est pas ça? Non.
il me semblait. Peut-être qu'à un moment on a pensé à ça. Oui, on l'a sorti le 14 juillet, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Je me rappelle pas. Une question. Comment ça tombe entre nos mains? C'est une bonne question. On lit un script, on rencontre des gens, et on regarde si on se plaît ou pas. Et après, comme dans toute entreprise, on essaie de se mettre d'accord financièrement. Oui. Ouais. Peut-être une des rares particularités qu'ont les jokers, c'est s'engager toujours avant et de payer les pots cassés après. Mais bon, ça dépend des fois. Et donc, une fois qu'on a essayé d'attirer votre attention, on essaye, j'ai un doute sur cet extrait, mais on va voir, on essaye de vous en donner évidemment un poil plus, mais j'ai l'impression que c'est le même. Pardon. Attends. Ouais, mais... Ouais. Il y avait un deuxième extrait, mais j'ai dû me bourrer sur ceux que j'ai fournis pour PowerPoint, excusez-moi. Et donc par la suite, on se dit, première apparition en festival qui était cette fois-ci en live, donc le festival de Deauville de 2020, il est temps de révéler un peu plus sur le film. Donc non, ce n'est pas qu'un film qui se passe à la campagne, c'est aussi un film avec un loup-garou, mais sans trop en montrer. Ça donne ça. Ah, ça a été une... Bon, je pense que l'affiche teaser, elle dit un certain nombre de choses. C'est un loup-garou, mais quand même, c'est pas tout à fait un film d'horreur, d'où l'affiche Super Loto juste à côté. On dit, ouais, ça me rappelle ma jeunesse, Keane et compagnie. Plus l'accroche choisie, alors là, qui a donné lieu à de grands débats. Ça vous fait penser à quelque chose ou pas? Pardon? Titanic, oui aussi. Non, le jeu loup-garou. Ouais, c'était ça. On s'est dit, c'est peut-être fédérateur, peut-être les gens connaissent, et ça crée un univers global potentiellement rassurant. Une fois qu'on a fait ça, on continue à éveiller l'intérêt, et là arrive le grand débat entre les équipes marketing, les réalisateurs, les producteurs, et moi aussi parfois, qui sont les essais d'affiches. Alors là, je vais vous en passer pas mal. Vous allez voir qu'une affiche, ça se construit doucement. Donc moi, ce que je vous propose, parce que c'est pas très participatif, je vais vous les faire défiler allez, doucement, et vous sélectionnez une affiche par page. Donc page 1. Vous pouvez me dire celle que vous préférez, allez-y, n'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que ça vous semble parlant? Est-ce que ça vous donne envie de venir? Oui, j'ai une question. En bas à gauche, elle est complètement différente des autres. Ouais. Et c'est quoi le changement de direction? C'est en fait, vous cherchez toujours quel est le bon axe. Donc vous lancez des créatifs en leur donnant un brief. Teddy, enfin, pour moi, c'est l'histoire d'un exclu. Est-ce qu'il faut qu'on aille plus vers un axe comédie? Est-ce qu'il faut qu'on aille plus vers du tragicomique? Est-ce qu'il faut qu'on aille plus vers du tragique? C'est ça un peu le postulat, et c'est ce autour de quoi on a tâtonné sur les affiches. Ça, c'est la séquence du film où il se fout dans il se cache dans le congélateur, dans le salon de massage où il bosse, et du coup il fout des concombres partout dessus, mais c'est vrai que sur une affiche, forcément, c'est pas forcément ce qui est le plus parlant. Parce que c'est tellement spécifique à une séquence du film que quand on ne sait pas ce qu'est le film, c'est peut-être ça parle le plus. Ouais. Voilà. Oui, bien sûr. Mais ça ne me dit pas s'il y en a une qui attire vos regards. Ah, quand? Allez-y. La 4, c'est celle-ci? Ouais, c'est malheureusement. Ok. Pourquoi? Déjà parce que le titre se détache bien de la banjo qui est derrière et qui réplique pas du film, mais en ayant vu quelques extraits, des affiches et des bandes annonces, le jaune c'est une couleur que je réagis beaucoup. Et surtout, on voit que la bande jaune, elle cadre tout le contour du personnage, et ça peut symboliser que c'est quelqu'un
sous-sol, c'est un jeu qui est peut-être un peu loin. Allez-y, allez-y. Peut-être si le fait, si on habite avec ça un personnage qui est vraiment pas fait, on dirait. Et quand vous voyez cette affiche, vous pensez que vous allez voir quoi? Quel type de film, genre? On en parle après, mais parce que là, vous avez, je crois que j'ai dû sélectionner aux alentours d'une trentaine d'affiches. Je suis assez d'accord, et je trouve quand même que sur le fiche 4, il y a un monde extérieur que le personnage peut voir, mais auquel il n'a pas accès, parce que ce sont des barrières qui sont mises. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est pas possible. Mais ça vous donne toujours le sentiment que vous allez voir une tragédie. C'est pas l'affiche de Titanic. Ouais, moi j'ai l'impression de voir un film d'enquête policière, parce que bon, c'est pour ça. Ouais. Moi j'aime bien ça en bas à droite. Je pense que ça va raconter bien. Celle-ci. Ouais. Ok. On est à la 6e, parce que c'est ça. Ça va voir. Ok. Et donc là, quand vous... Admettons, on a sélectionné la fiche 6, c'est celle qui est sur les murs des cinémas. Vous pensez que vous allez voir quoi? Ça, c'est différent. Ça, c'est le syndrome Amélie Poulain. Course vocale, ouais. J'aime beaucoup la 6e aussi, je trouve qu'elle représente pas mal l'atmosphère du film. Déjà avec ce angle qui est beaucoup dans le film. Et il y a une espèce d'absurdité qui s'en dégage avec le monument derrière et donc lui qui sort le monument vers le sang. Il y a un truc qui Pour le coup, c'est une affiche sur laquelle, si ma mémoire est bonne, on a un peu hésité. Mais là, quand vous parlez de l'affiche, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu le film et vous me parlez de l'affiche qui est fidèle au film. Mettez-vous dans la position du distributeur qui, lui, amène le film à des gens qui n'ont pas vu, justement pour les attirer pour le voir. C'est pas la même démarche. Il ne faut pas parler forcément d'une affiche fidèle au film, c'est qu'est-ce qui vous donne envie d'aller voir. Et qu'est-ce qui fait que, au moment où vous l'aurez vu, vous direz que vous n'avez pas été trahi à la sortie et qu'on ne vous a pas menti sur ce que vous alliez voir. C'est un peu ça le principe. Baptiste? Il y a aussi l'idée de public cible. Moi je trouve que quand même la 6e, c'est peut-être celle qui, pour les jeunes, attire le plus le regard et sort le plus des affiches traditionnelles. Ok. C'est vrai que la 6e, on nous parle aussi beaucoup au niveau des couleurs et tout, mais pour le coup, avec la 6e, il y a tout un public qui ne peut pas toucher parce que ça sent que ça va être un peu bizarre avec les couleurs, etc. Donc, il voulait tout de suite un public peut-être plus âgé ou un peu plus. C'est vrai, mais à chercher à toucher tout le monde, parfois on touche personne. Donc à un moment, il faut peut-être faire l'affiche qui est la plus fidèle à ce que sera le film. Moi, en ayant vu le film, j'aurais choisi la 6e aussi, parce qu'il y a le côté loup-garou qui ressort, mais si j'avais pas vu le film, si je devais choisir, j'aurais pris la dernière, parce que justement, on a un côté plus... on a le côté horreur avec le sang, mais en même temps, le fait de voir une tour avec un drapeau français derrière, ça rappelle un peu le côté province, et ça crée un petit décalage marrant, où on se dit, on essaie de faire un truc un peu sérieux, un peu américanisé dans l'horreur, mais en même temps, le fait d'avoir quelque chose de la province, ça crée un décalage rigolo. Moi, je suis assez d'accord avec vous, mais on en reparlera après parce que ça a été de longs débats sur l'affiche. Donc, on va passer à la slide suivante, avec notre approche. Ok, on peut recommencer l'exercice. Pour moi, ce serait la 3e. Merci, bon. Pourquoi
Et là, j'ai l'impression d'en apprendre sur le personnage. Et je pense que ça en découle sur l'identité. Ok. C'est la 7e. Parce que. Celle-ci, non? Non, c'est la 3e de la couleur. On voit mieux. C'est un peu de poil sur la lampe. Qui donne une certaine étrangeté. Est-ce qu'avec ça, il y a eu envie de s'inscrire dans les films post-graph, et vous pouvez parler à un public qui s'intéresserait aux gens? Alors, oui. Et c'est ce qui nous a fait hésiter, c'est-à-dire la problématique de le film n'est en aucun cas pour nous comparable à Grave. Et là, on a une approche visuelle, en tout cas au premier abord, qui s'en rapproche un peu trop. Je vais essayer d'accélérer, sinon on va mettre 3 heures, sinon on va pas mal d'affiches. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu similaires à celles que vous aviez choisies tout à l'heure, c'est-à-dire celle du salon de massage. Donc, les deux en bas à gauche. Juste une question. Toutes ces séries d'affiches arrivent en même temps ou c'est de la réflexion successive, à chaque fois avec des corrections sur les briefs? Alors, honnêtement, c'est un peu mélangé, mais en général, sur la première on va dire la première fournée, c'est pas mal de directions différentes. Donc, et c'est au fil des réceptions d'affiches que vous commencez à restreindre le choix quand vous tâtonnez. Parfois, une affiche peut être une évidence tout de suite. Celle-là, c'est vrai que c'était difficile. Pourquoi? Parce que, comme Ludovic et Zoran le mentionnaient, c'est un peu un film d'horreur, un peu un drame, un peu une comédie. Quel est le bon axe à choisir? Et ça a été toute notre problématique sur la campagne. La dernière, elle fonctionne bien sur le mix que vous avez dit, parce qu'avec le surcadrage et le fait qu'on a deux petites têtes qui dépassent, ça rend on pourrait croire que c'est une comédie, mais en même temps, il y a quelque chose qui met un peu mal à l'aise. Le fond noir qui déteint avec le jaune un peu pisse de la pièce, ça crée la curiosité, je trouve. On a envie de s'approcher, de regarder qu'est-ce qui se passe dans l'affiche. Je vois que... Pardon. Je reviens un peu en arrière, mais comment c'est choisi le prénom qui est sur l'affiche? Le prénom du personnage? Ouais. Alors, en vrai, c'est parce qu'on connaissait un Teddy quand on était petit, c'est vraiment le truc con. Mais ce qui est drôle, en fait, c'est que Teddy, ça fait Teddy Bear et il y a un côté nounours, voilà, qui est un peu drôle par rapport au loup-garou. Mais c'est même pas pour ça qu'on y a pensé, vraiment là-bas, c'est une référence bête à un camarade d'école. Et a priori, l'affiche pur genre, c'est-à-dire celle-ci. Non, c'était juste pour vérifier. Donc au final, après diverses pérégrinations, en mai 2021, puisqu'on devait sortir en janvier 2021, enfin, comme beaucoup de films, c'est une sortie qui a été pas mal repoussée à notre grand désarroi, ça donne ça. Ça a été un très très long débat, et même aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas d'accord. Voilà. Quelles sont les qualités et défauts de cette affiche pour vous? Mais surtout, enfin, moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est surtout quand on vous montre cette affiche que certains d'entre vous ont dû voir, vous pensez que vous allez voir quoi? Allez. Là, normalement, dans des visages, j'ai l'impression d'aller voir du genre de qui ne sont pas une main de loup-garou, c'est un visage d'un film très noir. Mais ce qui est étonnant, c'est que la main, elle fait très cheap. Et justement, j'ai l'impression d'aller voir un truc qui à la fois immédiatique, parce que c'est calme, mais le côté marrant du costume, complètement figuré, ou limite du poil, le technicien qui tient la main
Cette main nous a demandé beaucoup de travail. Non, mais c'est vrai qu'elle fait assez cheap, mais c'était d'une certaine manière un espèce de cheap assumé. D'un autre côté, j'aime bien le fait que ce soit en jaune, ça tape énormément à l'œil. Quand on voit ça dans la rue, c'est pour dire, ah tiens, ça nous attire direct. Ensuite, quand on se concentre, on voit qu'il y a des rideaux. Donc, moi, quand je pense aux rideaux, je pense au théâtre, particulièrement encore répété, mais à une sorte de fatalité dans le destin du personnage qui se passe sous l'emprise du carreau quand on voit la main qui se détache derrière le rideau. Quels étaient les débats du coup concernant l'affiche? Alors je vais vous le dire, donc a priori il y avait une majorité très large pour cette affiche-là. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Non, c'est aussi respecter la couleur aussi, parce qu'on a vu, il y avait l'affiche teaser qui était sortie l'année d'avant et qui avait été pas mal vue en festival, et du coup on s'était dit que garder la même couleur, le même code couleur, ça permettait de rattacher à ce film-là, par rapport à l'affiche où on voyait la main en fait du loup-garou. Il y a aussi l'idée que même dans les teasers, aussi dans les petits teasers qui étaient parus du coup et les bandes annonces, etc., c'est vrai qu'il y avait ce code couleur du jaune qui revenait. Donc c'était l'idée d'identifier le film comme étant ce film-là. Et donc majoritairement, allez, on va dire à 90%, tout le monde était pour l'affiche jaune. Choix auquel je me suis rallié, tout en ayant toujours eu ma favorite qui était celle-ci. Pourquoi? Bon, il y avait encore du boulot à faire, il fallait un peu effacer un peu de sang sur le visage de Teddy. Et on avait fait quelque chose, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas sur la slide, ça devait être moi qui merdais comme d'habitude, avec plus qu'un film de loup-garou et tout un déroulé d'accroche. A posteriori, parce qu'à posteriori c'est toujours fastoche, je continue à penser que celle-ci est meilleure. Pour une raison très simple, c'est vrai qu'elle est... Enfin, pour moi, Teddy est un film tragicomique, et je trouve que ça répond à ce postulat. Après, est-ce qu'elle aurait attiré plus de gens? On n'en saura jamais rien puisque c'est fait. Mais je continue à penser que c'était la plus juste par rapport au film. C'est vrai, je pense peut-être que le défaut de l'affiche jaune, c'était peut-être de trop mettre de côté l'aspect dramatique du film, donc c'est peut-être un petit truc, peut-être qu'on a un peu l'impression que c'était plus un film de genre décalé, donc peut-être pas une comédie d'horreur, alors que c'est vrai qu'il y a peut-être aussi, ça écarte un peu l'aspect drame, qui était quand même un aspect auquel nous on tenait beaucoup, donc c'est vrai que c'est peut-être... Mais on préférait celle-ci aussi. Voilà, oui. Alors moi j'ai jamais vu le film, et je pense que quand je vois cette affiche-là, j'ai l'impression d'aller voir un peu comme un one-man show, dans l'idée en fait, plus dans le monde du théâtre en fait. Je pense que cette affiche-là, elle me permettrait plus de me dire, je vais voir un film qui va me faire rigoler en fait, plus que tragique. Alors que celle que vous avez présentée tout à l'heure, alors je prends pas parti, hein, je vous dis juste de manière pragmatique de ce que j'aurais attendu du film, c'est que là j'aurais plus voulu voir quelque chose qui va plus tendre vers l'humour, alors que celle d'avant, celle que vous m'avez présentée, c'était plus vers le côté, on va dire, je sais pas si c'est tragique, mais on va dire plus sérieux, on va dire. Non, j'entends, mais de toute façon, c'est toujours facile d'en discuter après, mais c'est assez intéressant d'en discuter avec vous, surtout, parce qu'entre nous, on se dit toujours les mêmes choses, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison, donc voilà. Là on vous écoute et on apprend, parce que vous êtes un professionnel. Non, j'avais une question, celle avec le peignoir, en fait, moi je me fais penser un peu à Bernie, à Pierre Dupontel, un petit peu le côté décalé, avec le personnage en fait qui vous regarde. Celle-ci, vous n'avez pas du tout hésité avec celle-ci en fait? Tu parles de celle du salon de massage, hein? Le salon de massage, ouais. Avec la typo en violet. Si, ça, on a hésité sur ça. Moi ça m'a fait penser tout de suite à la fiche de Bernie, mais... Ouais, le motif focal. C'est ce que je pensais aussi. Donc après s'être arraché totalement les cheveux sur ces débats d'affiches, après il faut quand même montrer un peu plus à quoi le film ressemble. Ouais. C'est par rapport à ces pancartes presse en haut, le monstrueux bandeau. Comment ça se fait ce choix de mettre une citation comme ça? Parce que ça oriente beaucoup
Ouais, ça rejoint le postulat comédie d'horreur, quoi, d'une certaine manière. Donc, mais pareil, le choix de ce qu'on appelle les citations presse, c'est toujours un long débat, puisque en fait, ça donne le ton. Il faut que ce soit cohérent avec l'image que vous allez montrer. Donc, on a eu la chance, et le film le mérite amplement, d'avoir une presse excellente. On constate néanmoins qu'une presse excellente ne fait pas forcément venir des masses de spectateurs. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais Teddy est sorti sur sensiblement 80 copies en France et a eu comme résultat 33 000 entrées. Ce qui met dans la moyenne, on va dire, haute des petits films indépendants français, mais qui quand même, par rapport à ce que je pense être les qualités du film, et je vous les ai exposées clairement dès le début, c'est un peu une déception. En l'occurrence, en tout cas c'est ce qu'on cherche chez les Jokers, c'est à trouver des films dans lesquels vous puissiez, vous, public, on va dire, entre 18 et 25 ans, majoritairement, prendre du plaisir et qui vous sortent un peu du tout venant de ce qu'on vous donne à voir. Teddy, pour moi, en est l'exemple juste parfait. Néanmoins, vous êtes quand même un peu difficile à mobiliser. Enfin, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler après, mais chercher le public de votre âge, c'est quand même compliqué. Excusez-moi, je n'ai pas saisi la fin. Non. On a shooté de mémoire, on a re-shooté Anthony Lajon, et puis on a shooté la main aussi du Goéland. Mais c'est tout le reste provient du jeu de photo du film. Je pense que les teasers que je vais vous montrer là sont une bonne donnent une bonne idée de l'axe dans lequel voulu placer le film. Vous, c'est vraiment renard, ça va tout te tuer, là, juste pour manger 4 merdes. Faites-le pas tuer, et si vous n'avez pas la faire, moi ça m'occupe pas. Je parle là. Oh, qu'est-ce que tu fous là, toi, encore? Tu vas te prendre un outrage. C'est bon, j'avais ça dans le scotch. Ça va quoi dans le mettre sinon? C'est le loup ou pas? Eh gros! Elle est pas là, elle est déjà. Oui, elle est là, je lui par la fenêtre de sa chambre. Elle réalise son bac. Ouais, mais je l'ai bien réalisé. Déjà, est-ce que vous les aviez vus? Donc déjà, on n'a pas réussi à vous toucher là. On peut vous tourner vers l'équipe marketing des Jokers, ils sont juste derrière, là, dans l'angle, vous voyez. C'est celui qui essaie de s'enfuir. Vincent revient, c'était une blague. Ça vous donne quel sentiment quand vous voyez ça? Déjà, pour vous faire une question super basique, ça attire qui? Levez les bras ceux que ça attire. Non mais en l'air. Ah ouais, quand même. Vincent, tu peux rester. Et quand vous voyez ça, est-ce que vous pensez que c'est cohérent avec le choix d'affiche qu'on avait fait? Vous pouvez lever les bras. Moyen, hein? Ok. Et donc, pour ceux qui trouvent ça pas cohérent, pourquoi? Vous êtes fantastique. Là, quand je vois ça, alors j'ai l'impression d'aller dans du genre, uniquement comique. Il y a un petit ressort loup-garou, mais je trouve qu'on ne comprend pas tellement pour moi. Juste là, il y a des attaques de pas forcément de loup-garou, il y a juste de la main qu'on voit, surtout à la fin, mais pas assez. Alors, pour le coup, c'est ce qu'on appelle un teaser. Donc c'est une courte bande-annonce, pareil, toujours pour susciter l'intérêt. Est-ce que tu trouves que ça ressemble à une parodie du coup, plus qu'à un vrai film de genre? Non, justement, je trouve que là-dessus, j'aurais bien la pas de film de genre. Je trouve que vous avez introduit juste au début, pas que ça paraisse coaching, et que ça puisse quand même donner vraiment envie de voir un bon film de genre et pas juste une parodie. Je trouve que dans l'affiche, il y a un côté très classique, c'est ce qu'on disait
tout à l'heure avec le rideau, la main qui fait un petit peu peau, ça renvoie, comme l'a dit mon homme, à quelque chose de plus matériel, d'un peu plus ancien. Et l'affiche, avec le rock, le montage très naïf, ça contraste totalement avec moi quand j'ai vu l'affiche, ce que j'attendais, c'est-à-dire quelque chose de justement plus posé, plus terre à terre, même plus, je reprends l'expression, plus cheap entre guillemets, avec quelque chose qui s'assume plus comme quelque chose d'amateur, comme vous avez dit, alors que là, justement, je trouve que ça se prend énormément, beaucoup plus au sérieux que ce que l'affiche ne laisse. Ok, on va passer au teaser numéro 2. Je sais pas ce que c'était, en tout cas il n'y a plus rien. Je vous jure, il y avait des poils. T'avais fumé ou pas, Camille? Non. Non? Non. T'es sûr? On a pris des champignons avec ma copine, on en prend souvent. M'étonne pas que tu aies eu des poils sur la langue et que tu les as rasés. Si tu te mets à hurler à la lune ou à te transformer en loup-garou, tu pourras revenir me voir. C'est drôle ça. Mais non, je plaisante. On est médecin, mais on a de l'humour quand même. 12-8. Même socle, donc c'est le même montage image qui revient, amorce différente. Pareil, toujours cette espèce d'humour un peu décalé qu'on n'a pas l'habitude de voir, enfin des personnages qui sonnent aussi authentiques, je pense que c'est assez rare, et avec des situations un peu inattendues. Ça vous donne toujours envie? Ok, très bien. Alors on va arriver doucement. C'était notre idée, enfin, comme tout le monde, enfin, comme chaque distributeur bosse sensiblement de la même manière, c'est-à-dire qu'il fait monter le film doucement, jusqu'à révéler un film annonce. Bonsoir. Approchez. Je me présente, je m'appelle Teddy Couveau, je suis copain de Rebecca depuis 8 mois. On a dit que t'avais foutu le bordel au village, hein? Non, j'ai pas foutu le bordel. Les gars, ça va. Ah, vous puez l'alcool! Tu penses à la gratitude? Tu vois ça? 90 mètres carrés habitables. Piscine creusée et pergola. C'est quoi une pergola? Genre chaud et indien. Oui, il fait grand beau. Ce soir, on nous dînerons sous la pergola. Et je me dis, nique sa mère, ils nous en font une. Ah, c'est Lou, la tête de ma mère, j'arrive. Oh, Didier! Le croque-mitaine! Le mec qui voit son corps changer à mesure que les pulsions de chasse l'envahissent. Vas-y, attends, tu me fais mal là. Allez, bisous. Qu'est-ce que tu manges? Fromage de tête. D'habitude, tu prends des chocs à pic. Je continue à trouver super le film. Je sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport à tout ce qu'on a dit du film, je pense qu'elle remplit parfaitement le postulat de départ. C'est-à-dire que c'est un film qui vous fait sourire, puis qui vous noue l'estomac et qui vous émeut. Est-ce que vous ressentez la même chose que moi ou... Superbe. C'est tout ce que je voulais. Vincent, tu peux rester à ton poste. Vous avez aidé quelqu'un à conserver son job encore quelques temps. C'est quand même très bon. Et donc après, on déploie un certain nombre de petits éléments pour essayer de les diffuser de la manière la plus large possible, comme des spots télé. Si ça vous saoule ce que je vous montre, vous me le dites, hein, on peut faire plus court. Et j'ai appuyé sur le jeu. C'est Lou qui a fait ça? Ah, c'est Lou, la tête de ma mère, j'arrive.
spot qui avait été utilisé sur MyTF1, donc comme vous le constatez en ciblant jeunes urbains au quotidien, et campagne YouTube et réseaux sociaux. Alors évidemment, c'est très compact, ça en dit pas beaucoup. Faut générer de l'accroche très très vite. Je pensais pas d'une grande efficacité, mais avec les moyens qui sont les nôtres, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait faire à ce moment-là. Je crois qu'il y en a un deuxième. Pardon, je suis pas très à l'aise avec ces trucs. Je pensais. Vincent, il avait peur. C'est Lou qui a fait ça. C'est Lou, tête de mon merde. Je vous l'enlève, donc il y en avait qu'un, je pensais qu'il y en avait. Ensuite, évidemment, il fonctionne les gifs sur le. Donc ça, évidemment, on a tenté de vous harceler le plus possible sur les réseaux. A priori, on a échoué, on n'a pas dû vous trouver. On voit quand on essaie de se faire berner. Et là, vous avez l'impression que vous faites berner quand on vous balance ça? Un peu. Parce que. Oui, mais. Non, j'ai l'impression. Enfin, là, je vois. Ah oui, ils ont fait des gifs par rapport au leur. Du coup, je n'ai pas envie d'être une publicité en disant. Enfin, un encart publicitaire en disant. Pour quelque chose auquel j'ai pas forcément signé. Donc, ouais, c'est un peu. On sent. Est-ce que vous partagez l'opinion de ce jeune homme? Bon, on va faire plus simple. Ceux qui partagent cette opinion, levez la main. Ouais, ok. Vincent, t'avais à moitié raison alors. Mais c'est toute la difficulté, comme je disais tout à l'heure en préambule, vous êtes un public très compliqué à aller chercher. Alors on se dit que vous êtes forcément. Je vais te laisser la parole après, Baptiste. On se dit que forcément on devrait vous trouver quelque part sur les réseaux sociaux. Quelle est la meilleure forme pour vous convaincre? Je ne sais pas. Et en général, sur les réseaux, quand on pense vous trouver sur Instagram, vous avez bougé sur TikTok. Quand on vient vous chercher sur TikTok, vous êtes repassé sur Facebook, vous vous retrouvez bien, etc. etc. Donc vous êtes devenu un public qui est très versatile d'une certaine manière. Et pour nous, on n'a pas de tracker en fait. Donc c'est des usages qui sont très mouvants, sur lesquels on cherche toujours quelle est la bonne approche. Et on n'est jamais sûr de la trouver. Moi, je me demandais, en tant que distributeur, est-ce que c'est forcément une bonne stratégie d'avoir des médias qui sont cohérents? On parlait des différences entre l'affiche et ce que tu peux présenter à bande-annonce. Est-ce que justement, ça ne pourrait pas servir à aller chercher différents publics? C'est précis ta pensée, parce que j'ai pas... Je me dis, par exemple, les teasers très courts. Ouais. Maintenant, c'est les jeunes qui vont les voir sur les réseaux, l'affiche, s'il y a de l'affichage au métro, je sais pas, là ça touche un plus large public, donc peut-être essayer de séparer les deux quand même. Et en fait, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais ce qui est important quand même dans une campagne, c'est sa cohérence. Si tu n'as pas de spectateurs, je pense que tu peux pas vouloir toucher tout le monde, parce que je pense que si tu fais un truc différent sur chaque truc, on se dit ah oui d'accord, ils essayent de ratisser large. Et peut-être qu'il vaut mieux exclure une partie du public et cibler juste un public, j'ai l'impression. En fait, pour le truc des réseaux sociaux, moi j'avoue que même en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, je pense que ces petits trucs-là, ça passe pour du contenu sponsorisé. Et je trouve que quand on est sur les réseaux, on n'aime pas le contenu sponsorisé. Je sais que moi, ça fait toujours chier de voir des articles avec marqué sponsorisé. Et j'ai peur que ces trucs-là, ça tombe aussi sur ce truc-là. Quand tu vois passer ça, tu te dis ah oui d'accord, ok, contenu sponsorisé, donc égal pub. Finalement, et je ne sais pas si c'est ce qui marche le mieux. Thank you.